Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, le podcast de l'actualité du futur vu par la rédaction d'Uzbek Erika. Alors aujourd'hui, on va parler d'actu du Turfu évidemment, mais d'actu culturelle du futur. Et oui, car la culture avec un grand C, on aime bien ça chez Uzbek Erika, avec un C aussi et pas avec un K. Une fois n'est pas coutume, on a réussi à vous concocter un podcast culture donc, sans parler de la moindre œuvre estampillée Netflix. Et oui, pas d'œuvre produite ou hébergée par la célèbre plateforme. Pas sûr qu'on arrive à rééditer ce petit exploit tous les mois, mais aujourd'hui, voilà, on va profiter de cette petite parenthèse enchantée pour faire un podcast sans Netflix. Au programme de cette émission, donc, de la BD, du roman, et quel roman, mais aussi du théâtre immersif. Et oui, car il y a une vraie hype en ce moment autour du théâtre immersif, ça vous a peut-être échappé. Donc on va tout vous expliquer sur cette nouvelle forme d'art vivant. J'en dis pas plus pour le moment, pour garder un petit peu de suspense et surtout parce qu'il est temps pour moi de vous présenter les frères d'armes qui m'accompagnent aujourd'hui autour de cette table. Je commence par Lila Megrawa. Salut Lila. Salut Blaise. Salut Vincent aussi, Vincent Louquez qui est à nos côtés. Tout à fait, salut Blaise. Et Romane Munier, notre autre exploratrice du futur. Salut Romane. Salut Blaise. On va commencer donc ce podcast spécial Culture Fu avec toi Lila et tu vas tout de suite nous parler donc de ce drôle de machin que je décrivais un petit peu pour teaser, le théâtre immersif. Alors qu'est-ce que c'est le théâtre immersif ? Pas vraiment du théâtre, j'y reviendrai après. Alors tu le disais, théâtre immersif, il y a une vraie hype autour de ce genre qui est présenté plus ou moins comme un futur possible du théâtre. Ça, on en reparlera d'ailleurs aussi, voir si c'est vraiment ça peut être envisagé comme futur du théâtre ou pas. Alors, rien que sur ces quelques mois à Paris et à Lyon aussi, il y a environ 3-4 spectacles de théâtre immersif qui ont été montés. DAO, le fameux spectacle. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux spectacle ? DAO, alors c'est pas vraiment du théâtre immersif, c'est une expérience. Ça s'est passé, c'est une expérience immersive, c'est une espèce de, moi j'appellerais ça un Disneyland soviétique. De l'ère soviétique. En fait, très attendu, très annoncé. Très attendu. C'était au début de l'année. Objet culturel bizarre. Non identifié. Non identifié et qui s'est un peu transformé en fiasco parce que pas à la hauteur des attentes. Donc en fait, c'était Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville à Paris qui était investi. Il y avait, on va dire... à la fois une dizaine de performances par jour. Tu pouvais assister à des concerts improvisés. Alors ça allait de Brian Eno à l'artiste russe le plus obscur. Certaines pièces du quotidien qui étaient représentées de salons issus de l'ère soviétique, des bars soviétiques. Il y avait une vraie ambition de reconstitution de l'esprit, de la culture soviétique. De présenter à la fois, je crois, une dizaine ou une quinzaine de films réalisés par le metteur en scène, clairement mégalo, de DAO. Je me souviens plus de son nom. Donc voilà, on a compté. Donc DAO a fait des petits. Il y a eu d'autres œuvres, c'est ça depuis. Ouais, peu ou prou. Donc DAO, Cyrano Ostinato Fantasy. On reviendra plus en détail sur ce spectacle-là. Il y a Close de la compagnie Big Drama. On pourrait évoquer aussi de Heroes au Bus Palladium qui revisite quatre époques, 4 espaces-temps du rock. Alors le théâtre immersif, je vais quand même expliquer ce que c'est.
Alors, en gros, on est plongé dans un spectacle, ou plutôt l'univers d'une pièce. Alors, autant au théâtre traditionnel, le spectateur va découvrir, vous allez découvrir assis, l'interprétation d'un texte par un metteur en scène et ses comédiens sur une scène bien définie. Dans le théâtre immersif, il n'y a pas vraiment de scène, de plateau à proprement parler. C'est un lieu, c'est plusieurs lieux qui deviennent scènes de théâtre. Le spectateur peut être assis, il est aussi libre de choisir où aller, qui suivre, de rester dans telle ou telle pièce. Il se promène. D'ailleurs, les anglo-saxons qui sont un peu à l'origine de ce genre-là parlent de... Plus que de théâtre immersif, ils parlent de promenade théâtre. On doit d'ailleurs, je le disais, ce genre aux anglo-saxons. Alors New York, où il y a toute une scène plutôt active du théâtre immersif. En 2011, c'est la compagnie Punch Drunk qui en fait monte dans un hôtel une adaptation de Macbeth de Shakespeare. D'accord. Donc en fait, le spectateur, pareil, fait un peu sa pièce. Il est invité à découvrir les 5 étages de l'hôtel et différentes scènes de Macbeth. C'est un peu comme un musée vivant, en fait. C'est une visite. Ouais, c'est un peu ça. C'est une déambulation. Exactement. Ouais. C'est entre la pièce, c'est entre la déambulation, la découverte. En fait, vous êtes immergé dans un univers. Alors, je le disais plus tôt, avec Roman, on a vu Cyrano Ostinato Fantasy. Super Alors, titre. le principe, c'était très chouette. Très cool. Ça s'est déroulé au théâtre Le Pic. Ça a été monté par la compagnie du libre acteur, mise en scène par Sébastien Bonnel. Le pitch, c'est une troupe de théâtre monte Cyrano de Bergerac. Jusque-là, rien de bien Exactement. original. Voilà. Rien de bien original. D'ailleurs, c'est assez marrant, autant dans Sleep No More, dont je viens de parler, c'est une adaptation de Macbeth. Il y a un autre spectacle aussi qui cartonnait à Londres, où c'était une reprise d'une pièce de Shakespeare. Là, c'est marrant de se dire qu'en France, on reprend un grand classique du théâtre pour découvrir, présenter le théâtre immersif, Cyrano de Bergerac. Donc en fait, vous assistez à des répétitions, vous êtes, je dirais pas comment, vous participez à la pièce. Alors l'action, elle se passe pas seulement sur le plateau du théâtre Le Pic, mais aussi dans les coulisses, dans le bar, les couloirs, au fond de la salle, près de la régie. Le spectateur est un peu pris à partie. Vous pouvez, pareil, déambuler un moment à l'envie. Ce qui est assez intéressant, c'est que Romane, ce qu'elle a vécu, je pense, diffère de ce que j'ai vécu moi. Toi, par exemple, tu as été... faut aimer le contact, en fait, c'est ça, humain. c'est un préambule. Le contact physique. Oui, avec des inconnus. Selon les choix qu'on fait, en fait, on voit pas la même partie de la pièce, on rencontre pas les mêmes acteurs. Donc en fait, à un moment donné, j'étais séparée de Lila et je me suis retrouvée apostrophée par une actrice toute seule dans un recoin du théâtre. Non, quand même. Mais c'est un peu oppressant. Mais du coup, on n'a pas du tout la même expérience. En fait, à la fin, on peut limite se raconter ce qu'on a vu. Ce que vous avez vu, très différent. Oui, il y a un petit côté aussi expérience dont vous êtes le héros ou à choix multiples. Okay. Dans Sleep No More, par exemple, ils tiennent absolument à séparer les couples. Dans Dao, c'est aussi, s'ils avaient réussi, c'est aussi ce qui était prévu. D'accord. À la base, ce qui était prévu, c'est que chacun se retrouve avec une espèce de programme personnalisé, une promenade personnalisée, unique. En fait. Exactement. Unique en son genre. Alors, j'ai aussi découvert un autre spectacle qui est une approche différente du théâtre immersif, Close. Ça a été monté par la compagnie Big Drama, mise en scène par Ariane Reynaud. Ça s'est joué le mois dernier dans un très très bel espace de 1600 mètres carrés dans le 11e. Et en fait, dans ce spectacle, alors là, on est encore plus dans l'expérience. Vous vous retrouvez en 1917 dans une maison close et vous êtes invité à assister à un mariage. Alors, on assiste à la fois à des numéros de cabaret, vous déambulez dans des boudoirs. Il y a une chambre assez incroyable
la meilleure catin de la maison close. On Trop dirait, bien. Ce décor, on dirait la mort en immersion dans une maison close. Exactement, ce décor, on dirait la maison de ce tableau de Delacroix, La mort de Sardanapale. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ce tableau. Et alors tout ça, vous le découvrez, vous y assistez tout en sirotant, comme dans un mariage, un verre de vin ou un verre de champagne. Spritz ou de champagne. Exactement, exactement. Et ce qui est très intéressant dans ce genre, c'est qu'en fait, j'ai un peu l'impression qu'à chaque metteur en scène, sa vision du théâtre immersif, à chaque spectateur, son expérience de théâtre immersif, ce qui me fait dire que le théâtre immersif, au final, c'est pas du théâtre, c'est autre chose. On va y chercher une expérience, on revient de la même manière que on peut pas dire que la réalité virtuelle, ce soit du cinéma ou du théâtre, c'est autre chose. Une autre expérience culturelle. Un autre moyen d'expression dont peuvent s'emparer des metteurs en scène de théâtre, des réalisateurs qui viennent du ciné ou pas, des vidéastes, des plasticiens. Comme la VR, ce théâtre immersif, il impose aucun cadre aussi. En fait, on est en train d'assister à un nouveau moyen d'expression artistique. On va appeler ça déambulation immersive parce que j'aime bien le mot déambulation. L'expérience immersive. Expérience immersive. Ouais, mais expérience immersive, la VR est une expérience immersive. Ouais, il y a une dimension un peu. T'as l'impression que tu vas enfiler un casque et que tout va s'allumer autour de toi, non ? Un peu ce côté toujours connecté. Là, c'est très charnel, justement, j'ai l'impression. Ouais, d'ailleurs, ça a donné. Je pense que Romane, tu peux donner mon témoignage. Elle entend du mot charnel. Elle était un peu gênée. Ouais, moi j'étais un peu. Le seul bémol un peu moi de ce genre d'expérience, c'est que ça te pousse à te sortir de ta zone de confort. On assiste à des scènes d'intimité, en fait c'est comme dans un film. On voit des scènes d'intimité, on a l'habitude de les voir, mais quand elles se font à 1 mètre de nous, avec des vraies personnes qui vraiment se touchent, expriment beaucoup de désir et tout, c'est hyper... en plus, c'est gênant, ouais. Ouais, c'est gênant, puis on peut presque pas détourner les yeux. En fait, on se regarde tous entre spectateurs à voir lequel va craquer et finir par partir de la salle. Tu peux voir les voyeurs ou pas. Oui, voilà. Fait. Et c'est ça qu'en fait, je trouve un peu dur aussi, c'est qu'on se retrouve plus dans une position de spectateur, mais plus dans une position de voyeur, où on vient assister à des engueulades intimes, à des scènes de sexe, C'est très intéressant parce qu'en 10 minutes, on vient de parler de maison close, de sexe, d'intimité, de charnel et de voyeurisme. Et ça, c'est quand même un beau combo. En 10 minutes, pour ouvrir un podcast, c'est un beau combo. Et on va continuer dans le... Tu voulais ajouter quelque chose, Romane ? Non, c'est tout. Non. Bon, je pense que... On va continuer dans le charnel avec Vincent, qui a lu pour nous, pour vous, une bande dessinée qui s'appelle Sorrow et moi, Taureau et moi. Alors pas taureau l'animal, pas sorrow le terme anglais qui signifie chagrin et peine, mais bien référence à Henry David Thoreau. Voilà. C'est ça, donc le grand philosophe américain. Tout à fait. Je s'inspire la bande dessinée. Je te laisse la main. De cette chronique que je dirais taureau, donc ne vous offusquez pas, ce sera plus simple en français de parler de taureau. De toute façon, il parle beaucoup d'animaux, donc ça ne l'offusquerait pas lui-même, je pense. Donc Taureau et moi, oui, c'est le titre de la bande dessinée de Cédric Talling. C'est sa première bande dessinée publiée, qui est parue là il y a quelques semaines aux éditions Rue de l'Échiquier, et qui raconte donc en fait la vie de Cédric, un peu l'archétype du quadragénaire parisien écolo, ordinaire, père de 2 enfants et un peu en pleine crise existentielle. Il faut dire que sa crise existentielle, elle est quand même alimentée par des nouvelles catastrophiques qui s'accumulent sur l'état de la planète, sur la pollution, la disparition de la biodiversité, le réchauffement climatique, beaucoup de choses qui sont dans l'air du temps globalement et dont on parle souvent sur Ouzbek Erika. Donc Cédric reflète vraiment en fait cette situation un peu confuse dans laquelle peuvent se retrouver beaucoup de gens aujourd'hui confrontés à leur propre prise de conscience comme ça écologiste. On le voit piquer une crise d'angoisse en pensant au risque cataclysmique environnemental, en lisant d'ailleurs un article d'Yves Cochet de Libération qui est dessiné dans la BD Yves Cochet dont on a parlé en parlant de nous d'effondrement dans notre magazine. On le voit partir, c'est assez drôle, acheter en urgence un équipement de survie pour toute sa famille au vieux campeur en pensant qu'il peut y avoir une crise. Une pulsion survivaliste. Comme le jour d'après. Exactement, il fait référence au jour d'après, il pense mais ça peut arriver, ça va être horrible. Il est en lutte permanente avec ses propres contradictions
contradiction, puisqu'il dénonce un autre mode de vie à crédit en permanence et notre surconsommation, tout en y participant finalement assez allègrement lui-même. Il gonfle ses amis en soirée en s'érigeant en lanceur d'alerte permanent et en donneur de leçons écolo. C'est un peu Vincent Lucas, quoi. Il y a des petits côtés qui peuvent plaire. Tu t'es reconnu dans ce personnage. Merci pour lanceur d'alerte. Roman, je gonfle mes collègues. Qui place la morale au-dessus de tout. Au-dessus de la vie. Et voilà, donc effectivement, il a ces côtés-là. Ouais, il se rêve un peu en mal alpha qui maîtrise sa vie dans la forêt alors qu'il est incapable de faire du feu quand il essaye d'en faire avec sa fille. Il y a pas mal d'éléments assez marrants comme ça. Il raconte qu'il veut partir aux marches pour le climat, mais il se retrouve coincé dans les bouchons avec sa voiture diesel en y allant. Donc il y a toutes ces contradictions. Le Pierre Richard. C'est un Pierre Richard de l'écologie. Il est assez paumé. Et heureusement pour l'aider dans sa vie, arrive l'esprit de Henri David Thoreau. Très bien. La French Touch. La French Touch qui va donc lui prodiguer des conseils et lui rappeler un petit peu comment s'en sortir face à cette vie pleine de vices et de problèmes écologiques. Donc tu le disais, Blaise, c'est le grand philosophe et naturaliste américain du 19e siècle, Henri David Thoreau, qui arrive dans la bande dessinée un peu comme l'intérêt vraiment essentiel de cette bande dessinée, une espèce d'invitation à lire Thoreau, vraiment une introduction à Thoreau, une invitation à lire notamment une de ses œuvres majeures, donc Walden ou La vie dans les bois, œuvre de Thoreau où l'auteur raconte en fait son expérience quand il est parti vivre 2 ans isolé de la civilisation dans une cabane au bord de l'étang Walden dans le Massachusetts, il me semble. Voilà, et un séjour un petit peu autarcique lors duquel il critique énormément la société consumériste et capitaliste de son époque. Et donc on retrouve pas mal d'extraits de l'auteur dans la bande dessinée. Ça qui est intéressant, c'est qu'en fait l'auteur signale par des espèces de phylactères particuliers, avec des pics, les moments où en fait on est en train de lire un extrait de Thoreau, de la Walden ou La vie dans les bois. Donc il y a pas mal d'extraits comme ça de l'œuvre du philosophe qui sont glissés dans les discussions. Une vraie introduction à sa pensée. Voilà, c'est ça. C'est l'introduction de cette œuvre-là où il y a des références à la désobéissance civile. On sait que Thoreau était un des pionniers aussi de la désobéissance civile, des références à la simplicité volontaire. Ce genre de thématiques-là qui ont beaucoup inspiré les écologistes. Alors le personnage en lui-même de Cédric dans la bande dessinée ne fait pas forcément l'unanimité. Ça peut crisper Roman de retrouver un petit peu de moi dans ce personnage, bizarrement. Je pense qu'il peut inspirer pas mal de lecteurs qui peuvent être finalement dans sa situation de mec un peu paumé, écolo mais sans beaucoup de références ou qui se posent beaucoup de questions. D'autres peuvent effectivement le trouver plus caricatural, un peu cliché dans l'archétype de l'écolo-citadin contemporain. L'intrigue elle-même n'est pas non plus très originale, c'est une réflexion assez commune finalement sur la vacuité de notre mode de vie contemporaine, sur l'envie de tout plaquer pour renouer avec la nature et retrouver l'essentiel. L'idée est éculée, mais elle reste néanmoins assez pertinente aujourd'hui. C'est ce que montre la BD, tout ce qui pervertit aujourd'hui notre mode de vie et met en péril jusqu'aux conditions nécessaires de notre propre survie, qui est mise en péril aujourd'hui. Et finalement, extrêmement similaire à ce que Thoreau dénonçait déjà il y a 2 siècles. Donc on retrouve les mêmes critiques et ça souligne un petit peu la pertinence de ce qui était déjà dénoncé à l'époque. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu donc Thoreau, et je confesse que c'est mon cas, la BD est réussie dans le sens où elle donne vraiment envie de s'y plonger. C'est vraiment une introduction où on se dit mais c'est assez le style graphique de la bande dessinée, il ne plaira pas forcément à tout le monde, il y a un style assez particulier, mais c'est vraiment assez agréable, assez plaisant à lire, ça tout seul, et sur le fond c'est vraiment un teaser de Thoreau. On retrouve la notion un peu d'assesse volontaire et de frugalité que d'autres penseurs comme Gorse ou Illich ressortiront un siècle après. Il dénonce pas mal de choses et en même temps de cette dénonciation, il y a tout aussi vraiment une ode plaisante, un amour de la nature, une ode à la contemplation, qui sont assez empreintes de mysticisme. Je vais vous lire un extrait de ce qu'on peut trouver comme extrait de Thoreau. Par exemple, à un moment donné, il grime un petit peu son personnage en indien dans un délire qui rappelle Thoreau qui côtoyait du coup les Indiens en explorant la nature américaine du 19e siècle, où il dit: si donc nous voulons guérir réellement l'humanité par des moyens vraiment indiens, botaniques, magnétiques ou naturels, montrons-nous avant tout nous-mêmes aussi sains et simples que la nature. Chassons les nuages qui obscurcissent nos fronts et absorbons un peu de vie par tous nos pores.
Et voilà, et on lit tout ça et on a envie de partir dans les bois avec Toro et de vivre au milieu de la nature. Vivre de baies et de rencontres fortuites avec des Amérindiens. Exactement, avec des élans, avec des choses, des ours. Donc c'est cette contemplation, cet éloge de la lenteur aussi. Il critique aussi la vanité du progrès technique pour lui-même, sans réellement penser à la suite. Ça nous fait là penser aussi à notre ami Pascal Chabot, qui avec son progrès subtil, philosophe belge. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui font écho à énormément de travaux ultérieurs de philosophes et de penseurs de l'écologie. Voilà, je pense que c'est une BD agréable et utile parce que voilà, il y a cette effervescence écologique depuis la canicule mondiale de l'été 2018 qui a réveillé beaucoup de gens, qui a provoqué des marches, beaucoup de choses. Là, c'est un petit peu un pas de côté qui permet de nourrir un peu plus les fondations philosophiques ou même spirituelles de cette lutte capitale qui est celle de l'écologie. Voilà, ça nous dit allons tous construire notre cabane dans les bois et peut-être qu'en renouant avec une espèce de lien organique sensible avec la nature, c'est peut-être finalement le seul moyen de réellement s'y retrouver et la sauver à nouveau. Tel Unabomber. Exactement. Pas forcément comme Unabomber. La version. Je vais plutôt prendre la Dacha, moi, pour quand même avoir un petit peu de confort. Dans les bois, oui, mais plus Dacha que chacun cabane. Un peu personnalisé après. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Unabomber ? Ah oui, Unabomber, c'est le terrible terroriste qui a envoyé des paquets piégés pendant des dizaines d'années à des intervalles de temps assez longs aux États-Unis. Donc Theodore Kaczynski, un des grands penseurs aussi de la technocritique radicale, qui avait écrit un manifeste et qui était un mathématicien dans les années, ça a commencé dans les années, fin des années 70, je crois. Il y a une série pour le coup géniale de la plateforme dont j'avais dit que je ne parlerais pas. Et voilà, bravo. Une saison, 8 épisodes, vraiment super, je vous la recommande. Ouais. Mais il faut regarder Unabomber et il y a toute une partie qui se passe dans les bois, puisqu'il était parti vivre caché, vivre loin de tout. Et là, pour le coup, on n'est pas dans une dacha, on est vraiment dans une petite cabane au fond des bois. Roman, je crois que tu as lu aussi Soro et moi. Et alors, qu'est-ce que ça a donné, Soro et toi ? Je te rejoins aussi, Vincent, sur le fait que ça résume toutes les questions qu'on se pose. Donc, comment on diminue notre impact carbone. J'avais noté aussi pourquoi est-ce qu'on est obsédé par le fait d'avoir le dernier téléphone, le dernier ordinateur. Pourquoi elle offre 2 achetés, 3 offerts, parce que le 3e, on ne mangera jamais, on ne l'utilisera jamais. Donc, il y a toute une réflexion sur la société de consommation, etc. Après, je trouve que pour un lecteur d'Uzbek, c'est un peu frustrant ce genre de BD parce qu'on n'apprend pas grand-chose. Quand tu es déjà concerné, c'est des choses que tu apprends. J'ai l'impression d'avoir relu tout ce que je lis tous les jours. Alors c'est pour ça que tu me dis tous les jours aussi. Du coup, ça c'est la version de Cédric dans le bouquin, qui effectivement est assez plein de clichés qui n'avance pas parce qu'il est paumé. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse qu'apporte Toro quand il arrive en fait. Alors moi, je dirais Sorrow parce qu'en fait, j'ai peur que le fantôme de ma prof de prépa en anglais me hante après. Qui s'appelait Madame Toro. Non, mais elle m'a fait répéter en colle pendant 20 minutes Thorough, à chaque fois que je le prononçais mal. D'accord. Donc voilà. Mais du coup, j'avais lu Walden ou La vie dans les bois. Walden. Tu peux pas dire Thoreau et Walden. Il faut être cohérent. Et du coup, j'avais noté aussi le rapprochement avec dans la BD, il va acheter, il va pas acheter, mais en tout cas, il va construire sa maison auprès d'un étang. C'est exactement ce que fait aussi le philosophe dans son roman. Le but, c'est aussi de vivre en autarcie, de fuir la société, de réfléchir à une vie simple, etc. Donc, en fait, toute la BD nous amène à avoir une réflexion sur la vie qu'on veut mener et le sacrifice que ça pourrait nous pousser à faire en fait finalement de renoncer à tout notre confort, à tout c'est une forme de radicalité en fait, c'est ça qui est intéressant je trouve. Et parmi les 3 points en fait que j'ai retenus du coup et qui résonnent avec ce que Thoreau dit aussi, il parle beaucoup du temps. Il dit que le vrai luxe c'est d'avoir du temps, ce qu'en fait le personnage n'a plus du tout vu qu'on le voit à droite à gauche dans les musées en train d'acheter ci, en train de faire ça, en train de paniquer, de regarder la télé, d'écouter les infos. En fait il est sous l'eau tout le temps. Il y a aussi les biens. Il dit qu'il faut se délester de ses biens pour ne pas devenir l'esclave de ses biens. Une sorte de bouddhisme un peu avant l'heure qui revient encore dans cette BD. En fait. C'est de la simplicité, la frugalité. Ça. Et le dernier point, c'est aussi le fait de travailler sans relâche pour essayer de subvenir à nos besoins, de payer nos dettes, sans s'apercevoir qu'en fait, ce qu'on perd le plus précieux, c'est notre liberté
Et du coup, voilà. Après, je trouve un peu radical le fait de se retrouver à construire une maison perdue dans la pampa, avec des toilettes sèches, comme dit la gamine, parce qu'elle a dit putain, papa, t'es sûr pour les toilettes sèches quand même en train de râler. C'est un peu rude les toilettes sèches. Ouais. Mais la cabane, j'apprends plus comme un symbole de ce changement qu'il appelle de ses voeux, mais ça fait penser à beaucoup de discours aujourd'hui radicaux, notamment la dernière vidéo d'Aurélien Barraud qui est sortie le jour où on enregistre le podcast, ou la veille, où il y a cette même conception qu'il a. Il dit en fait finalement, tant qu'on est dans cette logique de petits pas et qu'on comprend pas qu'il faut radicalement changer de mode de vie, on n'y arrivera pas. Et en fait, c'est ce que dit la BD. Il faut oser franchir le cap, comprendre que le changement de vie doit être radical si on veut vraiment être en accord avec nos principes, quoi. Ouais, moi, la seule question que ça me pose, c'est tout l'aspect social. Quand tu te retrouves comme ça, isolé dans des endroits où il faut peut-être se répartir plus sur le territoire français, occuper des zones qui sont peut-être inoccupées aujourd'hui, comment est-ce que tu compenses cette matière sociale? Viens avec nous dans les bois. Mais au final, on referait exactement pareil dans les bois que ce qu'on fait aujourd'hui dans les villes, tu vois. Très bon scénario, très bon pitch de ton premier roman de science-fiction à venir, peut-être. Non, mais une vie rurale, en tout cas, on n'a pas concentrée, c'est pas la même chose que dans les villes. Ouais. On n'a pas forcément besoin d'être un Théodore Kaczynski pour faire cette démarche-là. Ouais. C'est aussi, moi, Soro et Walden, la première fois que j'en ai entendu parler, et je sais que Vincent partage ce tropisme, c'est évidemment le grand film. Eh oui. Le cercle des... Non, le cercle des poètes disparus. Into the Wild, évidemment, mais bien avant encore dans les 90s, le cercle des poètes disparus avec Robin Williams. D'ailleurs, la citation est dans le bouquin, dans la bande dessinée, il y a la citation qui est ressortie par Mr. Keating dans le film. Monsieur Keating. Je suis parti dans les bois pour vivre sans me hâter et sucer la moelle secrète de la vie, etc. Génial. Au Captain, My Captain. Et ben, ce Soro et moi est une très très belle transition, toujours aussi charnelle et en quête de liberté, vers la troisième œuvre dont on va vous parler aujourd'hui, qui est peut-être l'une des œuvres littéraires les plus attendues de la décennie en France, en tout cas pour toutes celles et tous ceux qui explorent le futur et qui aiment explorer le futur. Une œuvre mouse costaud à tous les sens du terme, tant l'objet, puisque je vais vous parler d'un gros pavé de 700 pages, que le prix, 25 € quand même, on ne se refuse rien. Et surtout, mouse costaud en termes d'ambition littéraire. Cette œuvre, c'est le nouveau roman d'Alain Damasio, Les Furtifs, publié chez La Volte. Donc La Volte, maison d'édition dont le travail est toujours aussi remarquable, et il faut le souligner. Livre qui est sorti le 18 avril. On a mis un peu de temps à se plonger dedans, surtout moi. Et, il y a beaucoup de pages. 690 pages. Ouais, il faut savourer, il faut digérer aussi. C'est dense. Damasio, chez Uzbek Erika, on connaît bien. On parle souvent de ses écrits, on l'interviewe régulièrement. Pour ceux qui auraient manqué quelques épisodes et qui n'auraient pas tout lu d'Alain Damasio, rappelons qu'il est quand même le plus connu et le plus reconnu aujourd'hui des écrivains de science-fiction français. C'est quelqu'un qui vit sans téléphone portable et loin des réseaux sociaux. Alors, c'est pas Walden ni notre ami Cédric, mais il est un vrai technocritique, technosceptique, qui a cofondé avec d'autres auteurs comme Catherine Dufour ou Norbert Merjanian le collectif Zanzibar, qui, avec ses écrits et ses initiatives, entend désincarcérer le futur. J'adore cette expression. Et c'est surtout peut-être l'auteur qui a contribué, qui continue de contribuer, plus que jamais avec ce nouveau livre, je vais vous dire pourquoi, à faire sortir la science-fiction de son image de sous-culture et à lui conférer une vraie respectabilité critique. C'est assez remarquable de lire les critiques littéraires sur Les Furtifs. C'est un des problèmes de la science-fiction, c'est cette reconnaissance un petit peu officielle, on va dire, et le fait qu'elle est souvent mise à la marge, et Damasio travaille vraiment pour la désincarcérer aussi et augmenter sa respectabilité. Il a publié 2 romans, La zone du dehors et La horde du contrevent, un paquet de nouvelles. Et donc, ce nouveau livre, ça faisait 15 ans qu'on l'attendait, que ses fans l'attendaient. 15 ans que donc Alain Damasio a passé à faire des scénarios de jeux vidéo, à faire du commissariat d'exposition pour la Biennale du design à Saint-Étienne sur le futur du travail, de la réalité virtuelle, tout un tas de conférences. Tout ça lui a servi à maturer son œuvre. Mais je ne vais pas m'étendre sur la bio et le contexte, je vais vous parler du contenu de ce livre où toutes les obsessions damasiennes sont là. La société de contrôle, la privatisation sans frontières, le technococon, le fameux technococon qu'il a théorisé, dans lequel on se complaît tous plus ou moins. On en parlait à l'instant. Et je cite ici la formule de l'auteur qui est écrite dans le livre: l'absolue vivacité du vivant au sens deleuzien, nietzschéen, spinozien du terme. C'est les 3 grands maîtres à penser d'Alain Damasio, il les adore. Désolé pour le name dropping intello. Alors le pitch,
dans un futur pas si lointain, donc le capitalisme a étendu ses ramifications jusque dans les moindres interstices de la vie. Jusqu'ici, rien de bien surprenant. Tous les citoyens sont bagués, couvés par des IA, des intelligences artificielles, mais surtout des intelligences amies, sauf une petite poignée d'irréductibles gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur et qui vit loin de ce confort connecté. Et donc dans cette société technologiquement aliénée, on suit Lorca, Lorca Varese, un père qui cherche Tishka, sa fille de 4 ans, qui a disparu mystérieusement dans sa chambre une nuit, sans laisser la moindre trace, un comble pour une société justement obsédée par le fait de tout tracer. Et donc pour tenter de retrouver sa fille, Lorca va intégrer une unité d'élite de l'armée, les chasseurs de furtifs, des soldats qui passent leur vie à traquer des créatures dont on sait très peu de choses, dans toute la première moitié du livre, sinon qu'elles existent, qu'elles sont là parmi nous, qu'on ne les voit pas, que les individus lambda ne les voient pas. C'est des êtres de chair et de son, des créatures dont les capacités de communication et de métamorphose dépassent l'entendement. Voilà, pas mal comme pitch. Ça donne envie. C'est un vrai polar, ça va au-delà du roman classique de critique technologique. Et je vous ai dégoté 3 bonnes raisons de lire ce roman. D'abord, c'est un grand roman sur les sens, sur le corps et sur l'émotion. Damasio réussit à nous tenir en haleine pendant parfois 10 pages en décrivant le simple parcours d'un frisson ou d'un son. Il a une passion, sa passion vitaliste. Je parlais de Deleuze et de Nietzsche tout à l'heure. Il se revendique de cette pensée, de cette philosophie vitaliste. Et comme dans La Horde, elle passe donc par le corps et par les sens, la vue, le toucher et surtout l'ouïe. Il y a vraiment des pages magnifiques sur le son, sur la musique. Tout ça incarné par une bande de 6 personnages, donc cette fameuse bande de chasseurs de furtifs qui ont chacun une sorte de super pouvoir. C'est un peu des Avengers alternos, quoi. Plus que là, on est pas trop... Ouais, voilà, exactement. Et comme Raymond Queneau et André Breton en leur temps, Damasio joue plus que jamais ici avec la langue. Il nous rappelle à quel point la littérature peut être vraiment un laboratoire d'expérimentation linguistique, de création même linguistique. Chaque personnage a son ton, son style, sa ponctuation propre, mais on n'est pas du tout perdu. Je sais que c'était quelque chose qui avait été un frein pour beaucoup de lecteurs de La Horde. Là, on retrouve le code un peu comme dans La Horde, donc chaque paragraphe commence par un petit signe distinctif. Quand même. Voilà, mais on comprend vite, on est vite pris, ça évite de dire Lorca, machin. Enfin, voilà, on est dans la tête des gens avec des personnages avec différents styles. Il y a un merveilleux premier chapitre qui s'appelle Le Blanc, qui nous plonge directement au cœur de l'action dans une salle immaculée en forme de cellule où donc notre héros Lorca passe son examen final pour devenir chasseur de furtifs. C'est plus puissant que n'importe quelle série dramatique. Je vais citer Damasio, une interview qu'il a donnée au Point là récemment à propos de ce livre. Il dit « Le fait d'utiliser une narration en polyphonie où tu passes d'un protagoniste à l'autre permet de s'identifier comme le 7e héros de l'histoire. Les gens ont alors le sentiment qu'on peut faire la révolution ensemble, que c'est possible. » Et c'est là où ça m'amène à mon deuxième point. Donc c'est le grand roman de notre siècle technologique. C'est un roman d'émancipation, un roman que Damasio a conçu dans sa structure comme une sortie de l'aliénation, dont je parlais au début, aliénation technologique évidemment pour Damasio. C'est la redécouverte du cycle de la vie, une redéfinition même du cycle de la vie, et l'affirmation donc qu'un autre monde est possible, un futur où la Smart City aseptisée ne sera pas à l'horizon de tout le monde. D'ailleurs, c'est bourré de clins d'œil, de détournements sur notre présent technologique. On peut parler donc de la privatisation, je l'évoquais. Il y a le phénomène du naming. Là, Paris appartient à LVMH dans le futur imaginé par Damasio. Cannes appartient à Warner et Orange appartient à Orange, voilà. Bien joué, Vincent. Même les individus portent des noms de marques. Il y a une marque une entreprise qui est très présente dans ce bouquin, c'est Sivin. Je vous laisse faire le verlan pour deviner de qui il s'agit. Et Sivin et son féminin Sivine compte parmi les prénoms les plus donnés par les parents pour pouvoir toucher une rente à vie en choisissant de donner un prénom à leur enfant, un prénom de marque. C'est les nouvelles allocations, c'est ça Ouais, ça fait partie du paysage, on va dire, technologique du livre. Et puis, il y a donc tous ces mouvements insurrectionnels. Il y a des ZAG, donc là, c'est plus les ZAD, c'est les ZAG, c'est des zones autogouvernées. Qui donc attisent le feu de la révolution et se lancent dans des émeutes urbaines à très haute altitude. Vous verrez pourquoi, je ne vais pas tout vous raconter non plus contre la police. Et je vais vous lire un extrait du livre qui montre bien ce paysage, cette trame un petit peu technologique. Ça concerne les Vendians, qui est donc un néologisme damasien.
Dès que tu descendais dans la rue, dans toute la ville privatisée, tu te prenais systématiquement 3 vagues. Les taxis, les mendiants et les drones. Ce matin-là, une jeune mère célibataire en basket à coussin d'air et collant vidéo chantait le jingle de la Réu, la seule fin d'avoir le droit de se coucher sur un banc. La nuit tombée, sans que le courant électrique la secoue. Chaque quart d'heure pour stationnement prolongé. Sur le rond-point, un quinquat à la veste émotive. Ici, gris pâle, jouait seuls les 4 personnages de Ami Ami, la série conviviale qui faisait un carton, et m'interpella les 2 bras levés, vu que j'étais le seul à la regarder, pour me vanter la saison 9. Sous un crossload où des ados venaient partager leur musique, une minote d'à peine 16 ans jonglait du genou avec une canette pour m'abonner à Futsal. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle était là, elle m'a avoué que ses parents venaient de casser son contrat d'éducation suite à sa 3e fugue, et qu'elle n'avait plus le droit à l'enseignement non plus. D'autres mendiants m'avaient suivi, arrêté, croisé sur mon kilomètre de marche. Certains pour m'offrir une bague universelle, qui un bracelet de 100 Tera, des smart glass, un dîner végie, d'autres 5 minutes de speed matching avec une célibataire tout à fait à votre genre. Ils s'accrochaient à vous, ils vous tenaient le bras ou se plantaient devant vous. Ils cherchaient à établir le contact, comme les vidéos de coaching qui pullulaient sur le réseau leur conseillaient de le faire. Les crochards, leur surnom résumait tout. Les crochards, même si je préférais encore Vendian, qui disait un statut économique, un lumpen prolétariat maintenu quelques centimètres au-dessus de la ligne de déchéance finale, par une gouvernance ravie de les faire grouiller, de rappeler à tous ce qui arrivait si l'on cherchait à échapper à ces cadres. Voilà, donc ça, c'est les Vendians. Grosse ambiance. Ouais, il y a de l'ambiance, hein, c'est pas mal. Et puis, c'est un peu d'ailleurs, alors là, j'ai pris un moment fort, mais je trouve que c'est presque une des faiblesses du livre. Alors, paradoxalement, tous ces clins d'œil à l'époque, ils sonnent parfois presque trop 2019. C'est à la fois le grand roman que ce soit daté, c'est ça, rapidement. Ouais, en fait, il y a quelques trucs un peu clichés. Justement, sur la police, sur les zadistes, on a un super personnage féminin, mais elle est en saroual et en chèche. La bande fume des spliffs. Il manquerait juste Manu Chao, tu vois, et ça, on tomberait dans le cliché le plus éculé sur les zadistes, quoi. Donc, de temps en temps, il surjoue, mais c'est aussi volontaire, mais on aurait envie qu'il soit aussi imaginatif dans sa trame historique, dans son décor, que dans son propos et dans sa forme. Et donc pour moi, c'est la petite limite, c'est que parfois on est presque trop dans l'époque. Voilà. Mais il a toujours écrit la science-fiction, vu la science-fiction comme une littérature du présent, Damasio. Donc là, ça se sent. Avec voilà quelques réserves. Et puis le dernier point sur pourquoi il faut lire ce livre, c'est parce que c'est un merveilleux livre sur la parentalité. C'est peut-être les plus belles pages que moi j'ai lues sur le sentiment, sur la réalité de la paternité, sur les angoisses, sur l'irrationalité, sur la puissance d'un amour fou et l'importance des liens humains. Tout est là vraiment dans les mots de Damasio. Il y a Antoine Saint-Épondine qui est un blogueur qui a écrit, qui continue, je crois, qui finalise sa thèse sur la horde du contrevent. Qui a écrit un article en 2 parties qu'on a repris sur le site d'Uzbek Erika. Vous pouvez le lire sur le site. Et il écrit des très belles lignes sur ça. Il dit « Les furtifs placent l'amour filial en thématique principale, animale, mais aussi le principe de transmission inversée de la fille pour ses parents. À la faveur de l'enquête de Sahar et Lorca, donc nos 2 héros, ceux-ci doivent s'ouvrir et se réinventer, changer leur compréhension du monde pour la comprendre comme leur fille. » Très belle occurrence de l'idée nietzschéenne que les enfants sont des êtres ouverts et créateurs, non encore englués dans les passions tristes des adultes incapables de les comprendre. Je gage que pas mal de parents qui liront ces pages pleureront toutes les larmes de leur corps. Eh bien oui, Antoine, il a raison. Ah, ça fout la larme à l'œil. Ouais, il y a des passages où tu as la larme à l'œil. Et il n'y a pas beaucoup de livres qui mettent la larme à l'œil. Donc bravo Alain Damasio, lisez ce livre magnifique. Il y a plein de bonnes raisons de le lire. C'est un livre important. T'as écouté son album aussi, il me semble. Et il y a un album, absolument. Ouais. Il y a une bande sonore, on va dire, qui accompagne le livre. Très belle si on aime la guitare, très rock expérimental qui peut être un bon complément effectivement à l'écoute j'allais dire à l'écoute. Le lapsus est très révélateur parce que c'est vraiment un livre sur le son, un livre sensoriel. Donc à la lecture de ce livre qui est présenté par pas mal de critiques comme vraiment l'héritier du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, plus que de 1984 d'Orwell. On sait que Damasio est un peu l'écrivain critique de la société de contrôle. Là, c'est vrai qu'on est vraiment sur le techno-cocon, sur une société du confort. Et donc, on revient à nos obsessions et à ce qu'on racontait sur les œuvres précédentes. C'est vraiment une sorte de meilleur des mondes en
plus moderne, plus extrême et plus puissant encore. Voilà, donc un vrai beau livre sur la vie sous toutes ses formes. Voilà, donc il faut lire Alain Damasio. Tu donnes envie en tout cas. J'espère. C'est bien vendu. Ouais. Bon, cool, tant mieux. Et c'est déjà le moment, peut-être avant de nous quitter, Romane, je crois que tu t'es lancée aussi dans Les Furtifs. Tu veux peut-être dire un mot ? J'ai lu le premier chapitre. Ah d'accord. Mais il est bien, t'as vu ? Oui, le beau chapitre. Le blanc. Qui s'appelle Le Blanc, ouais, voilà. Où on a vraiment tout le lexique des émotions, à la fois du son, mais aussi en visuel. Il remarque toutes les imperfections d'un mur qui paraissait complètement blanc au premier regard et qui finalement, quand on le regarde de très près, il y a du blanc pâle, du blanc cassé, du blanc... C'est assez... 50 nuances de blanc. C'est fou, ouais, voilà. 30 pages sur une salle blanche. Ouais, et pourtant, ça prend. C'est très impressionnant. On est tout de suite plongé dans ce futur à découvrir, donc Alain Damasio, Les Furtifs, aux éditions La Volte. Et ben, on va se quitter, les amis. Continuez donc à nous lire. Là, on vous a fait des belles recos de lecture et d'expérience immersive. À bientôt. Donc, pour continuer à explorer le futur, continuez à nous écouter, à nous lire et à nous dire ce que vous en pensez. Et à bientôt dans le futur. Salut!